Le débat, deuxième partie, de gérants sur le plateau, Cyril Collet de CPR AM et Joseph Alfonsi de LGA Investissement Associés. Messieurs, on a fait un tour macroéconomique. On a vu qu'effectivement, un des drivers principaux pour cette année, ça allait être le pétrole. Cyril Collet, ça sera vraiment le juge de paix des marchés. On attend, là, ça flirte avec les $30. On le disait, c'est vrai, on en parlait. C'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, en général, ce pétrole peu cher. À un premier niveau, c'est effectivement une des factures énergétiques qui s'allège pour l'ensemble des États. Pour les ménages, c'est une très bonne chose. On a beaucoup parlé des $1000 supplémentaires pour le foyer moyen aux États-Unis en 2015. Là, malheureusement, on est un petit peu dans l'excès sur le prix du baril et du coup, on se dit, attention, derrière, il y a des entreprises, il y a des banques qui financent ces entreprises, il y a aussi des pays producteurs de pétrole, principalement dans les pays émergents, enfin, c'est les États-Unis et les émergents qui souffrent. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les pays émergents, parce qu'en fait, à partir du moment où le pétrole baisse pas plus que leur devise ne baisse contre le dollar, pour eux, c'est relativement neutre. Il suffit de réemployer cet argent dans leur devise locale. Donc, ils ne peuvent pas tous le faire. Donc, ils achètent un peu moins de matériel américain en dollars, ça c'est sûr. Mais s'ils réinvestissent dans leur zone à eux, dans leur pays, c'est relativement neutre. Donc, c'est vrai qu'un pétrole cher, ça asphyxie l'économie mondiale et on nous a suffisamment expliqué que ça pouvait pénaliser la croissance. Et un pétrole pas cher, on nous explique aujourd'hui que c'est la fin du monde. Donc c'est un petit peu, le pétrole, un petit peu complexe à comprendre. Ça va jamais et surtout ça va très vite. Hein. Joseph Alfonsi, vous signalez, il y a 2 ans, c'est vrai qu'on était dans l'effet inverse, un pétrole trop cher, comment on va s'en sortir? Exactement, c'est-à-dire que c'était pénalisant pour la croissance mondiale, comme on vient de le dire, et aujourd'hui, 2 ans après, on en est à redouter l'inverse. Alors c'est vrai qu'il y a des phénomènes extrêmement déstabilisateurs, enfin potentiellement déstabilisateurs pour certaines économies et notamment les pays producteurs, et au niveau social également, puisqu'on a vu que certains pays avaient des problèmes pour boucler leur budget, et que derrière ça se traduisait par des coupes dans les budgets sociaux, avec les risques de déstabilisation dans des régions qui sont pas forcément simples, on le constate tous les jours. Donc ça c'est une chose. Après pour la croissance mondiale, moi je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que globalement pour les pays qui font la croissance aujourd'hui, les pays de l'OCDE, les pays occidentaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, pour les résultats d'entreprise, on a vu que ça avait joué paradoxalement contre le bénéfice moyen, notamment sur le marché américain, puisque quand on regarde les secteurs l'année dernière, le secteur pétrolier, les profits sont en chute de 20%. Et c'est ce secteur pétrolier, notamment avec les biens, les matériaux et l'industrie, qui ont tiré à la baisse les profits globaux sur le S&P, sur le marché américain. Donc on voit bien que ça peut avoir à court terme des incidences pas forcément favorables pour les marchés d'actions, puisque bon, les résultats d'entreprise et les perspectives de résultats sont quand même un déterminant in fine des marchés d'actions. Mais au global, j'ai du mal quand même à envisager que ce qui se passe sur le pétrole, au final, ne se traduise pas de manière positive pour l'économie mondiale. Ça serait quand même, au final, au global, une bonne nouvelle. On passe à notre page où investir en 2016. Cette saison, messieurs, un début d'année, on a besoin de vos lumières, de vos conseils ou tout simplement de votre stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire? Cyril Collet, vous émettez chaque mois chez CPRM des scénarios qui restent, on va les lire, un scénario central, maintien de la dynamique économique. Aux États-Unis, l'amélioration du marché du travail va se poursuivre. Les perspectives de retour de l'inflation vers 2% se confirment. Bref, tout va bien. Scénario alternatif, un peu plus critique, baisse des matières premières qui entraîne une crise des pays émergents et une crise du crédit. Si on fait un pourcentage à la grosse louche, le scénario central tient la cote à 80%, 70% moins. Alors, à mesure que le stress arrive, je pense que le scénario alternatif monte. On doit être autour de 70-30 aujourd'hui dans ces eaux-là. Bien entendu, le scénario central est principal, comme on l'a dit au début, mais l'épée de Damoclès, c'est le prix du pétrole. Il faudrait quand même, enfin, en dehors du fait, ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'un pétrole bas, normalement, c'est bon pour l'économie mondiale. Ce qui me paraît important de noter aussi, c'est qu'on est dans une situation par rapport au pétrole qui est un peu différente avec ce qu'on a connu dans le passé. C'est-à-dire que là, on est dans une crise de suroffre. C'est pas une belle... Alors c'est vrai que la Chine a besoin d'un peu moins de pétrole, mais aux États-Unis, ils consomment de plus en plus de pétrole. Nous, on en consomme aussi finalement pas mal. Et à la fin, on se rend compte que la crise du moment est une crise de suroffre, simplement parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas de perte de marché sur le retour de l'Iran, que l'OPEP, depuis je ne sais pas combien de mois, je crois que c'est 18 mois, surproduit par rapport au quota qu'il s'était fixé,
que les énergies vertes, ça embête tout le monde quand on est producteur de pétrole et que du coup, on se dit qu'un pétrole bas pendant un certain temps, ça va, tuer le pétrole de schiste américain, puisque c'était quand même la première opération. Encore une fois, renforcer le rôle de l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP et empêcher le développement des énergies, on va dire, propres ou vertes. Donc finalement, on est dans une guerre économique qui a ses raisons, qui va s'arrêter à un moment donné, notamment si ça continue aux États-Unis, il va y avoir un second tour. A priori, Exxon et Chevron vont pouvoir commencer à faire leur marché dans le gaz de schiste. Enfin, il va y avoir des concentrations, des fusions, des acquisitions, oui, on en oui. parle même sur le marché français. Oui. Bah, il y a des petits acteurs, pas forcément des grosses, enfin c'est pas Total, Eni ou Repsol qui vont se faire acheter, mais il y a tout un tas de petits acteurs, Vallourec et autres, qui sont dans des situations, CGG également, qui sont dans des situations bilancielles un petit peu tendues et qui vont devenir des proies entre guillemets assez faciles à racheter parce qu'aujourd'hui ça vaut pas grand-chose par rapport aux fonds propres. Donc on est dans une guerre économique, c'est une crise pétrolière un peu différente des autres. Et oui, il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Maintenant, c'est vrai que c'est le stress de 2016 et qu'il faudra passer par une stabilisation du prix du pétrole et des matières premières pour se dire, OK, 2016 est encore une belle année sur les marchés actions, peut-être la dernière année du bull market selon certains cartomanciens, mais en tout cas, encore une bonne année. Oui, sauf qu'on nous parle aussi beaucoup de cycles, des cycles de 7 à 8 ans, avec des crises qui sont régulières, 2001, 2007, 2008, peut-être 2015, alors on l'a échappé, 2016, est-ce que ça peut être l'année de la crise? En tout cas, il semblerait qu'aux États-Unis, les premiers craquements qu'on voit ici et là, moins 6% depuis le début de l'année, ça pourrait être la fin du marché baissier, justement. La problématique aujourd'hui en ce début d'année, c'est qu'on a pas mal de découplage. Alors, on a par exemple un découplage au niveau entre le secteur manufacturier aux États-Unis qui est d'ores et déjà en récession, et notamment les indices ISM qui sont passés en dessous de la barre des 50 et qui maintenant depuis 2 ou 3 mois, et on a un secteur des services qui se maintient. Donc ce découplage-là, historiquement, lorsque l'industrie manufacturière partait en récession, elle entraînait 9 fois sur 10 l'ensemble, alors pas toujours, l'ensemble de l'économie. En tout cas, il y avait un risque potentiel pour que l'ensemble de l'économie soit entraîné et du coup les marchés d'actions s'ajustaient à la baisse puisqu'en cas de perspective de récession, c'est un phénomène classique. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'économie numérique, de la nouvelle économie, etc., on ne sait pas dans quelle mesure un secteur manufacturier affecté peut contaminer l'ensemble de l'économie. Ça, c'est une vraie interrogation et personne n'a la réponse pour l'instant. Le deuxième découplage, c'est justement dans le secteur manufacturier même, entre les États-Unis, c'est un découplage interzone, entre les États-Unis où on a un secteur manufacturier qui est à la peine, et l'Europe par exemple, où le secteur manufacturier, on l'a vu sur les indices PMI, les derniers indices PMI, qui continuent à s'apprécier et donc qui résistent. Dans quelle mesure l'Europe pourra résister longtemps à un secteur manufacturier américain un peu plus déprimé? Là aussi, c'est une interrogation. Donc on a du mal à répondre de manière catégorique pour l'instant à ces questions-là, et de la réponse à ces questions va effectivement découler le comportement des différentes classes d'actifs. On ne peut pas envisager un marché d'actions qui se tient si on est dans une perspective de récession. Alors ça n'est pas le cas au niveau global aujourd'hui, que ce soit sur la Banque mondiale, que ce soit sur l'FMI, même si on revoit à la baisse les prévisions, on reste en territoire d'expansion et normalement les marchés d'actions devraient continuer à être un marché directeur, même si l'année dernière on l'a vu, notamment aux États-Unis et sur certains indices européens, c'est une année un peu blanche. Oui. En même temps, on avait quand même beaucoup monté aux États-Unis. Ça fait 6 ans qu'on est sur un bull market. C'est vrai que c'est une année blanche facialement, c'est tout à fait vrai. Mais depuis sur les 24 derniers mois, on a aussi des effets change qui sont quasiment aussi importants que les effets mouvement-action. C'est-à-dire que l'an dernier aux États-Unis, ça fait 0 en dollars, mais ça fait 10 en euros. Et quelque part, c'est assez proche de la performance qu'on a pu faire nous. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est vrai, c'est que quand on regarde les performances des différents marchés, il faut essayer de les mettre en monodevise. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est jamais comme ça dont on en parle et c'est pas comme ça qu'ils sont affichés, que ce soit dans les journaux ou à la télé. Mais le jeu des devises est du coup très très important. Donc, c'est vrai que par exemple, les États-Unis, croissance des bénéfices l'an dernier légèrement négative. Si vous les retraitez hors pétrole, vous êtes à plus 6%, ce qui est assez finalement classique. Et là, on attend plutôt 8-9. Là où on pourrait avoir des doutes sur le marché américain aujourd'hui, au niveau des entreprises, c'est que ce 8-9, il considère un peu que la crise du pétrole s'arrête fin 2015, ce qui n'est pas notre scénario. Nous, on pense que ça va continuer en 2016 et que les bénéfices américains devraient être revus en baisse, contrairement aux bénéfices européens qui ont l'air de continuer à s'apprécier, comme les bénéfices japonais également. Le risque sur le Japon, c'est une appréciation du yen. Pardon, on repart sur les devises encore, mais simplement, on a le won qui a donc été fortement déprécié. Si le yuan se déprécie,
à un moment donné, la valeur refuge en devise dans la zone asiatique, ça va redevenir le yen. Et il va y avoir des achats massifs de yens, et ça va embêter, ça va gêner les entreprises japonaises exportatrices, et ça va réattaquer, entre guillemets, les attentes de bénéfices sur le marché japonais, puisque depuis 3 ans, ils avaient quand même été fortement gonflés par la baisse du yen. Donc on a des effets économiques qu'on a passés en revue. Effectivement, un découplage entre le manufacturier et les services. On ne fait pas de la pub, mais Apple Store, l'an dernier, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires. 1 milliard en décembre. C'est quand même un petit peu monstrueux. Et à côté de ça, on a des effets de vis très très importants qui peuvent obérer ou accélérer la croissance dans une zone. La semaine dernière, il y avait un forum Midcap à Lyon, on ne va pas citer le nom, enfin vous le citez si vous voulez, des gens qui l'organisent. La plupart des entreprises qui étaient là, petites et valeurs moyennes, disaient, bon, mis à part une exposition BRIC, Brésil, Russie et Chine, qui est assez dure à gérer, en dehors de ça, nous, l'effet de vis, il est encore positif en 2016. On voit encore notre euro tranquillement s'abaisser contre $. Et donc voilà, donc les effets de vis sont vraiment très très importants et dans certains cas aident, dans d'autres pénalisent un peu, notamment pour les entreprises américaines qui exportent. Elles, ça fait 2 ans que c'est très dur pour elles. Ça veut dire que si on regarde du côté allocation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des zones à privilégier? Fin 2015, tout le monde nous disait zone euro et action. Action, on a compris, Joseph Alfonsi, c'est la classe d'actifs que vous privilégiez. Qu'est-ce qu'on reste en zone euro ou il y a d'autres zones intéressantes? Alors, pour revenir au niveau structurel, oui, les actions, mais c'est un peu aussi par défaut. C'est-à-dire que si on revient à la discussion qu'on avait sur l'assurance vie, si vous extrayez un petit peu des fonds en euros, quelle est la classe d'actifs qui permet effectivement d'aller créer de la richesse? On a vu que sur les taux, la marge, c'est-à-dire de sécurité, elle est inexistante. Le moindre choc sur les taux, c'est une perte en capital aujourd'hui. C'est ça concrètement, c'est ça qu'il faut voir. Donc, pour risque, moi ce que je dis, c'est autant aller vers un acteur qui crée de la richesse. Après, pour autant, la volatilité, tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de cette émission, vont impacter. C'est-à-dire que les marchés vont vivre au gré de toutes ces problématiques. Donc on s'attend à une année volatile, voilà. Mais in fine, qui sera plutôt positive. C'est volatile, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Je dirais que la volatilité est désormais partie intégrante du jeu et on apprend à vivre avec. Pour autant, au final, il me semble que les actions européennes, pour les raisons notamment dépréciation de l'euro, dépréciation des matières premières, etc., vont permettre aux entreprises de continuer à dégager des marges. J'ai vu qu'en France, les marges des entreprises récemment, c'était fortement apprécié, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui milite, me semble-t-il, pour au moins conserver une part d'action extrêmement importante. Bon. Après, sur les autres classes d'actifs, on a parlé du high yield aux États-Unis, ça a redonné, la correction 2015 a redonné un petit peu de potentiel à cette classe d'actifs, mais qui reste extrêmement fragile et en tout cas risquée. Pour le reste, on sait que sur les emprunts d'État, après on peut jouer avec les parties de la courbe, mais c'est plus tellement là-dessus qu'il y a grand-chose à gagner. Les actions, la mauvaise classe d'actifs, à l'exception de toutes les autres, donc si on a bien compris. Cyril Collet, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Vous aviez un call également émergent, là aussi, ça dépendra de la stabilisation. C'est un petit peu contrariant, ça, mais c'est pas grave. Ce sera plutôt, on repousse à plutôt le deuxième semestre. Mais il est lié à notre épée de Damoclès. Si vous avez une stabilisation des prix du pétrole et des matières premières, la situation des pays émergents n'est pas du tout celle de 97-98. Les entreprises y sont un peu plus endettées qu'avant, c'est vrai. Mais pour nous, ça peut être la bonne surprise de la deuxième partie de l'année. Et si on regarde 2011-2015, quand même 4 années ou 5 années de consolidation pour les pays émergents, quand il n'y aura plus de croissance en pays développés, quand on va se rendre compte qu'on est au bout des marges et ainsi de suite, ben naturellement l'argent repartira vers la démographie, mauvais lapsus, et la croissance économique, et donc repartira vers les pays émergents. Voilà, donc pays émergent, le call CPRM, mais plutôt deuxième partie d'année. Si le pétrole se stabilise. Voilà, ça fait beaucoup de conditions. Merci en tout cas à nos deux experts, Cyril Collet, le directeur de gestion Action chez CPR-AM, et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associés. On aura l'occasion de vous retrouver tout au long de cette année pour vérifier vos prévisions, messieurs. Ce débat est terminé. Merci de l'avoir suivi. On continue demain à la même heure, 9h30, 10h, toujours en direct. Pour l'heure, on va se reconnecter au marché. C'est l'heure de Direct Investisseur. À tout de suite.